Donc l'onglet Rhéogène, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, c'est un ruban qui est quand même assez fourni. Alors on a, je dirais, un bloc prédominant, hein. On le voit ici, hein, c'est le bloc ferraillage 2D, sur lequel en fait on a misé un maximum des efforts de développement parce que c'est la demande aujourd'hui des principaux utilisateurs, hein, que ce soit des bureaux d'études ou des entreprises de gros œuvres. L'idée, c'est de ne pas perdre de temps, entre guillemets, avec la 3D. C'est la 3D. Ça fait des jolis plans, hein, c'est sympa, etc. Mais on n'en fait rien, quoi, réellement, quoi. Mis à part certains nœuds, poteaux-poutres assez complexes, là, je peux concevoir, effectivement, c'est intéressant de pouvoir voir l'imbrication des barres, les clashs et machin. Mais dans la 98% des cas, une coupe type fait largement le travail pour l'entreprise, hein, pour commander sa ferraille, quoi. Donc, un petit bloc ferraillage 3D, parce qu'on en fait un petit peu quand même, mais bon, c'est vraiment anecdotique, hein. On fait tout ce qui est fondation isolée, donc casque de pieux, massif isolé, ce genre de choses. Donc, on le fait en 3D. Les poteaux carrés, circulaires, rectangulaires, on peut les faire en 3D également. On est aussi en capacité de créer des vues automatiquement, vue de face, vue de côté, coupe, etc. Par exemple, quand on fait de la préfa ou ce genre de choses. Parce que Rhéogène vous permet de ferrailler en 2D sur des vues de dessin, donc des détails types, on va dire, entre guillemets, mais également sur des coupes Revit. Donc on fait sa coupe directement dans Revit et on ferraille en 2D sur une coupe 3D. Et ça fonctionne très très bien. On a également la possibilité d'intégrer en fait des DXF qui sont issus de Greatech, arche-poutre, arche-poteau, arche-semelle ou des choses comme ça. Si on veut récupérer le feuillet d'armature, le retravailler, Rhéogène il est en capacité de pouvoir retravailler des choses avec cet aspect-là. Là, c'est la partie visibilité. Donc, pour les barres 3D, je souhaite les voir ou pas les voir. On a un petit interrupteur ici. La colorisation des barres, si on souhaite colorier les barres par diamètre ou ce genre de choses, si on a des habitudes de travail dans ce sens, on peut le faire également. Je dis des barres, mais ça fonctionne également pour les treillis soudés. Donc on va pouvoir colorier également les treillis soudés. Donc le gros bloc que je vais détailler de toute façon, c'est là le cœur, hein, sur lequel va porter la démo. Donc le gros bloc ferraillage 2D, donc on voit effectivement on a du coffrage, de l'armature, on a des TS ici, et puis bah, quelques fonctionnalités bien sûr de dessin et de mise à jour. Une partie qui peut être intéressante également, qui plaît beaucoup aujourd'hui auprès des utilisateurs, c'est la notion d'article. Tout ce qui est standard du commerce. Comment quantifier des linéaires de Starbucks, des chaînages, enfin bref, tout ce genre de choses, des rupteurs et compagnie. Donc on a la possibilité avec Rhéogène de pouvoir facilement quantifier ce genre d'éléments. Partie étiquetage, bon ça vous connaissez Revit, hein. On dessine, on étiquette, on dessine, on étiquette, voilà, c'est le mode de fonctionnement de l'outil. Tout ce qui est nomenclature, vous les retrouvez également ici. Donc bah, ça c'est vraiment hyper important de pouvoir annoncer des poids plans précis, de calculer des ratios, des phi moyens, etc., etc. Donc là on a un gros travail qui a été réalisé là-dessus. La partie, on va dire, gain de temps, sur tout ce qui va être bah, création des feuilles en automatique, création des carnets, gestion des carnets, etc., etc. Et puis après, bah, vous avez bien sûr, comme dans pas mal d'outils, la petite partie préférence, donc avec les chemins par défaut vers les fichiers. On va retrouver ici les réglages pour les imports DXF, les réglages, je vous le disais tout à l'heure, la colorisation des barres et des treillis soudés. Ben voilà, vous pouvez paramétrer vos propres couleurs derrière, ce qui va vous permettre comme ça, quand vous travaillez à plusieurs, bah, d'avoir la même charte graphique. Les options de représentation des barres, donc les barres 2D, hein, est-ce que je veux les dessiner diamètre nominal, l'encombrement, est-ce que je veux placer l'étiquette aussitôt après avoir dessiné la barre? La partie de numérotation. Cela, c'est pareil, bah, en développant l'outil, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs stratégies de numérotation des plans. On peut fonctionner par élément. Ça veut dire, voilà, je dessine mon massif M1, je démarre mes aciers à 1, je dessine mon massif M2, je démarre mes aciers à 1. Voilà. On peut créer une numérotation par zone. Ça veut dire, bah, je dis que tous mes massifs sont dans la zone fondation et il va me numéroter du coup mes ferrailles de 1 à 52, par exemple. Après, je crée une autre zone qui serait pH sous-sol. Ça va numéroter de 1 à 76, voilà, par exemple. Et on a aussi la numérotation par projet, où là, bah, chaque acier aura un repère unique sur l'intégralité des barres du projet, de 1 à 10 000.
Voilà, grosso modo. Donc voilà, donc ça, ce sont des choses qui ont été mises en place parce que selon les régions, on n'a pas la même façon, on va dire, de ferrailler. Et puis ici, bah, c'est tout ce qui est étiquette par défaut, etc., etc. Donc voilà, donc au fur et à mesure, on rajoute des préférences et puis ça permet aux utilisateurs de pouvoir effectivement avancer sur le sujet. Un truc qui est très très important, Reogen, c'est pas un outil compliqué. Enfin, en tout cas, dans ma façon de voir les choses, moi je suis un ancien projeteur, donc à chaque fois qu'on développe des fonctionnalités, je me mets à la place du projeteur en me disant, bah, il faut pas que ça m'embête, il faut que ce soit simple, efficace, que ça aille droit au but. Donc, dans ce sens-là, en fait, vous avez ici des aides. Donc, vous voyez, en fait, les aides sont découpées justement par groupe de commandes. Donc, vous voyez, vous avez Ferraillage Auto 3D. Bah, dans cette aide-là, vous allez trouver tout ce qui concerne ce groupe de commandes-là. Vous avez ici Ferraillage 2D. Bah, là, vous allez retrouver tout ce qui est concerné en fait par ces commandes-là. Ça, c'est plus facile. Si vous cliquez sur un bouton dit comment ça marche, bah, vous regardez ici, vous allez dans l'aide d'ici et vous avez votre réponse. Donc, bah, je vais déjà montrer un projet. Bon, c'est du, somme toute, assez classique, hein. Petit bâtiment avec des commerces peut-être en rez-de-chaussée ici, et puis des logements en surélévation. Donc, du coup, si je vais ici sur mes fondations, là, je vais avoir des massifs. Donc là, par exemple, je vais avoir ce massif-là. Vous voyez, c'est le M1 en espèce de saumon, là. Là, j'ai du M2, une petite. Là, j'ai une plus grosse, une M3, etc. Et là, j'ai une pour un escalier, par exemple, ici, qui est rectangulaire. Donc, avec Réogène, je vais aller dans une vue de dessin. Donc là, je suis vraiment dans une vue de dessin, vraiment ce qu'il y a de plus classique dans Revit. Et donc, j'ai déjà dessiné un détail pour vous montrer la finalité. Après, je vais vous montrer comment on fait ce détail, évidemment, parce que le but du jeu, c'est quand même de voir aussi la partie dessin. Donc, ici, j'ai mon ferraillage qui a été réalisé. Alors, je peux l'habiller davantage, hein. Je peux rajouter ici, pourquoi pas, des cotes avec ici, vous voyez, les départs, arrivées, espacements, etc., avec l'étiquette, etc., etc. Bon, il y a plein. Ça, je dirais, chacun voit comment il habille son plan. On a tous une patte graphique différente. Donc là, ce massif, c'est le M1. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure sur ma 3D, j'ai plusieurs éléments d'autres massifs. Donc là, je vais lui dire que je souhaite faire une copie multiple et je vais lui dire, par exemple, que je veux faire du M2 au M4. Voilà. Donc là, bon, j'ai utilisé le petit truc là qui permet de taper facilement des choses quand on a des préfixes, des machins pour gagner du temps. Mais j'aurais tout aussi pu taper à la main M2 entrée, M3 entrée, M4 entrée. Ça marche aussi, bien entendu, hein. Là, vous avez une petite case à cocher 3D, 2D. Ça veut dire quoi? Réogène, même si c'est de la 2D en termes de ferraillage, on a développé une intelligence dynamique, on va dire, entre la maquette 3D et les ferraillages 2D. Ça veut dire que quand vous cochez cette case, Réogène va interroger le modèle 3D, va trouver les objets identifiés M2, M3, M4, va récupérer des informations dimensionnelles et va les réinjecter dans le détail 2D pour les mettre à jour. Donc, illustration par l'exemple, je lance la copie. Voilà. Donc là, il va me créer, donc on va les voir apparaître ici, là, progressivement dans l'arborescence. Donc pour l'instant, j'ai ma vue de dessin M1. Voilà, il m'a fait ma M2. Et hop, il va me faire ma petite M3 et ma M4. Et puis, vous allez voir, justement, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure en termes de dimension des géométries, bah, que tout ça, ça va être à jour. Il va juste me rester à gérer le diamètre, l'espacement. Donc là, j'ai mon M2. Donc effectivement, on voit c'était la petite, la rouge, là. Ici, on voit que j'ai une M3 donc, qui était plus grande encore. Et ici, j'ai ma semelle rectangulaire. Donc vous voyez, en fait, l'idée, c'est fou de redessiner 10 fois les mêmes choses. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps de ça. Les missions de ferraillage, en plus, sont vendues pas cher aujourd'hui en France sur le marché. C'est très compliqué de gagner de l'argent sur le ferraillage. Donc, il faut des outils qui permettent d'automatiser un max de choses pour ne pas perdre de temps sur le ferraillage, consacrer sur le coffrage le métier de projeteur pour trouver des solutions, optimiser des sens de portée, réduire le béton, machin. Ça a de la valeur ajoutée. Ferrailler un massif, aujourd'hui, ça n'a pas de valeur ajoutée, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Imaginons que finalement, cette barre numéro 2 là, c'est pas du 12 tous les combien, on va regarder, du 12 tous les 20 cm.
On va dire que c'est du 10 tous les 30. Bon, c'est un exemple bidon, hein, mais c'est pour montrer le truc, quoi. Donc là, je vais pouvoir prendre ma barre. On est dans Revit, donc je vais pouvoir lui dire, bah, finalement, tu es en achat 10. Voilà. Et puis, je vais pouvoir également, en fait, faire une édition sur ma répartition en lui disant que finalement, j'ai dit que c'était pas tous les 20, mais tous les 30 centimètres. Et je vais valider. Et là, automatiquement, bah, il va me mettre à jour, vous voyez ici la représentation, mais également ici la distribution en section de cette fameuse barre numéro 2. Voilà. En termes de nomenclature, bah, du coup, là, je peux lui lancer, vous voyez, on peut faire sur la vue active, ça veut dire que les barres que j'ai affichées à l'écran dans ma vue active. On peut faire toutes les barres du projet, toutes les barres 2D, toutes les barres 3D, ou alors des barres par rapport aux vues que j'aurais sélectionnées. Donc si par exemple ici je sélectionne mes massifs M2, M3, M4, je vais pouvoir ici lui dire fais-moi la nomenclature des barres sélectionnées et automatiquement Reogen va créer en fait différents tableaux qui vont permettre à l'utilisateur d'avoir plusieurs analyses possibles, notamment vérifier des ratios par rapport à la préétude, vérifier bah, les quantités, etc., etc. Donc là, on est dans l'interface de nomenclature de Reogen. Donc vous voyez, le phi moyen est calculé automatiquement en fonction des lignes hein, qui sont affichées dans le tableau. Voilà. On retrouve en fait dans l'onglet configuration différents tableaux qui ont été développés directement en dur, on va dire, dans le programme. Donc moi, il y en a certains que j'utilise beaucoup, hein, que j'ai activés, d'autres que j'utilise moins, mais ils sont là parce que le jour où on a justement une demande particulière de l'entreprise, on est en capacité d'y répondre. Voilà. Donc si je retourne ici dans mon tableau, moi, il y en a un que j'aime bien, c'est celui-ci, par élément avec détail. Cela, vous avez en fait l'élément le nombre d'éléments et donc les quantités par élément et les quantités totales. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant en termes d'analyse des quantités. On a également celui-ci que j'aime beaucoup par élément. Donc là, vous avez une ligne par objet, vous avez le nombre d'éléments. Et comme on sait pertinemment ce qu'on a mis en ferraillage et qu'on est lié au 3D, donc on est en capacité de calculer le volume, et ben là, on est en capacité d'avoir nos ratios. Et on peut même, quand on fait un petit clic droit tout en bas ici, lui dire bah, calcule-moi la moyenne. Voilà. J'ai un ratio moyen de 21 kg. En préétude, j'avais annoncé 50 kg. Je suis bon. Voilà, il y a tout un tas comme ça, vous voyez, de différents scénarios. Ces nomenclatures, vous avez ici les tableaux Reogen, donc celles-ci sont immuables. Vous ne pouvez pas les modifier. Alors, vous ne pouvez pas les modifier, c'est un peu faux ce que je vais dire, parce que si vous souhaitez, par exemple, enlever cette colonne, et puis dire celle-ci, je l'enlève, et puis le ratio, je veux le mettre directement ici. Après, vous voyez, vous avez quand même une marge de manœuvre en termes de modification et donc de pouvoir après exporter ça en Revit, en Excel ou en PDF. Mais vous pouvez également sauvegarder vos personnalisations. C'est ce que vous allez retrouver ici dans les tableaux utilisateurs. Et donc là, je peux lui dire par élément, vous voyez, là, j'avais retravaillé la nomenclature par élément avec détail ici, la numéro 11, vous voyez, qui avait tout ça. Je l'ai retravaillé et je l'ai sauvegardé pour qu'elle ressemble qu'à ça maintenant. Et comme ça, moi, je vais pouvoir, en tant que projeteur, donner un tableau qui ressemble à ce que j'ai vraiment envie de donner à l'entreprise. Voilà. Et puis bon, bah, vous pouvez en créer autant que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Et à chaque fois, cette notion d'export hein, que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir poser sur un plan une nomenclature, etc., etc. Donc voilà. Tac, je ferme ça. Donc, on a vu cette partie-là. Alors, un truc aussi qui est intéressant, c'est si par exemple je me mets sur le M1 ici, imaginons que qui est dessiné là, qui est le carré qui est un poteau en réalité, hein, soit un précédement, un objet traversant quelconque et machin. Ce qui m'empêcherait finalement de poser certaines barres. Alors, en fait, vous voyez, cette barre-là, je vais pouvoir, par exemple, la supprimer. Celle-ci, je vais la décaler un petit peu par rapport à mon obstacle, là. Voilà, celle-ci, je vais la décaler également un petit peu. Et puis, bah, du coup, j'ai envie que Reogen, ils prennent en compte ma modification, là. Pour ce faire, vous voyez, je viens d'apporter une modification sur le nombre, finalement, de mes barres réparties. J'ai mon bouton ici, plus-moins, là, est mise à jour. Je vais simplement resélectionner une des barres qui n'a pas bougé. Voilà, donc vous voyez si je zoome ici en barre, hein, là il y en a 9 et machin, etc. Je vais cliquer sur ma barre et automatiquement ce que va faire Reogen, il va
automatiquement redessiner comment dire, le nombre d'éléments. Donc là, effectivement, j'ai bien 8 barres ici. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, j'en avais, c'était une semelle carrée, j'en avais 9, hein, comme dans ce sens-là. J'ai bien 8 barres. Et effectivement, ici, vous voyez, eh ben, il a supprimé la petite barre du milieu. Et ici, il m'a bien rapproché des barres latérales, on va dire celle que j'ai bougée manuellement. Si je regarde ici dans édition, voilà, vous voyez, il a réécrit la formule par rapport à la modification qui a été apportée à la main, ce qui permet d'être plus fin si on a besoin pour X ou Y raison. Rien ne m'empêche de retaper la formule, comme ça me permet de vous expliquer en fait ce mode de fonctionnement. Ici, vous avez un petit i. Voilà, donc vous avez multiplié, c'est un nombre d'espacements fixe. Multiplié 20, c'est 20 cm. C'est pas 19,5, c'est pas 20,5, c'est 20. Arrobas, c'est espacement maximum. Ça veut dire, voilà, j'ai un intervalle à remplir, je veux tendre au maximum vers telle valeur. Vous avez dièse qui permet d'indiquer un nombre de barres. Dans cet intervalle, je veux disposer 8 barres, 10 barres, etc., etc. Donc, c'est assez simple. Là, la formule, je vais lui dire, ma première barre, je la veux à 10 cm. Ensuite, je veux un espacement maximum de 15 cm. Et ma dernière barre doit être à 10 cm du coffrage. Voilà ce que ça veut dire la formule. Je valide ici et automatiquement, évidemment, hein, on va retrouver ici voilà, la distribution qui est mise à jour, la distribution donc en section également, et puis bah, bien entendu le nombre de barres qui s'est actualisé hein, automatiquement. Voilà. Alors maintenant, comment on dessine ce genre de choses? Parce que déjà, il y a plusieurs éléments. Vous voyez ici, mes barres, elles sont cadenassées sur mon coffrage. D'accord? Ensuite, dans mes familles de coffrage, comment je fais la liaison avec mon modèle 3D? Eh bien, en fait, c'est grâce à ces familles Réogène var. Vous voyez, ici, vous avez une petite formule d'égalité qui indique simplement que grand L, le grand L de ma famille 2D qui est ici, voilà, eh bien, il doit être égal au paramètre longueur de l'objet 3D qui s'appelle M1. Voilà comment on interprète ces fameuses formules. Et vous voyez, quand vous pointez vers un objet qui n'est pas l'objet identifié par défaut, il suffit de rajouter @p7, et là, il va chercher le paramètre h de l'objet 3D qui s'appelle p7. Et c'est ce qui permet effectivement, comme ça, si je modifie mon coffrage, automatiquement, mon détail d'armature va se mettre à jour. Donc, illustration, je retourne dans mes fondations. Je vais sélectionner ici, sélectionner toutes les occurrences dans ma vue. Donc, j'ai mes 3 M1. Je vais les passer en 100 par 100 par 30, admettons. Voilà. Je retourne ici donc sur mon M1. Je fais 3D, 2D, la petite case à cocher qu'on avait vue tout à l'heure lorsque j'ai fait ma copie. Là, je le provoque manuellement pour cet élément-là. Et voilà, mon détail se met à jour instantanément. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux détail que vous avez créé, alors vous avez effectivement mis un petit peu de temps à le créer parce qu'il faut cadenasser, parce qu'on met en place les petites formules, mais une fois que c'est fait une bonne fois pour toutes, vous pouvez le réutiliser sur tous vos dossiers. Donc, une fois que vous avez un détail type qui est créé, vous utilisez simplement les fonctionnalités de Revit, pas de Réogène, ça c'est du Revit, où vous pouvez aller chercher des vues, comme là on est sur des vues de dessin, dans un autre fichier, qui serait finalement une espèce de fichier bibliothèque dans lequel vous aurez tous vos détails, et vous pouvez les ramener dans l'affaire quand vous en avez besoin. Donc c'est du Revit, mais c'est très très efficace. Alors, en termes de dessin maintenant, je vais aller ici sur ma vue de dessin S1, là, qui s'appelle S1. Donc, vous voyez, j'ai mon objet que j'ai appelé S1. Et vous voyez, j'ai les formules. X égale largeur, Y égale longueur. Et ici, j'ai L égale longueur, H égale épaisseur, etc., etc. Dans ma 3D fondation, normalement, je dois avoir, ça doit être ça, les S1. Voilà, et elles sont ici. Donc, vous voyez, elles font 120 par 40. Donc, si je vais ici, je regarde, pour l'instant, c'est bon, en fait, j'avais déjà fait la mise à jour. Voilà, donc ça c'est OK, Réogène, je fais un petit coup de 3D, 2D, mais en tout cas voilà, ça a tout récupéré les informations. Maintenant, comment je vais dessiner? Ces familles-là sont fournies avec Réogène, coffrage. Donc là, vous avez, vous voyez, tout un tas de familles, les plus traditionnelles, hein, qui sont fournies avec l'outil, mais ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez tout à fait utiliser vos propres familles 2D
Et vous pouvez même modifier et améliorer les familles fournies avec Réogène. Donc, bon, vous voyez, il y a un petit paquet quand même, hein, ça peut être pas mal. Et puis, dans la dernière version, là, j'en ai rajouté encore d'autres. Voilà, au fur et à mesure que j'alimente la bibliothèque pour faire gagner en fonction des besoins utilisateurs, j'alimente en fait des nouvelles familles par rapport aux demandes, tout simplement, quoi. Voilà, donc mes éléments de coffrage sont ici. Ça en fait partie, ces trois objets-là. Et puis maintenant, en ferraillage, bah, vous n'allez pas être surpris, hein. Je vais retrouver exactement la même chose. Donc là, vous voyez, j'ai tout un tas de familles forme de barres, voilà, que je vais pouvoir utiliser pour ferrailler mes différents détails d'armature. Et pareil, en version 4.2, là, j'ai rajouté tout ce qui est famille de renforts de réservation pour les dalles. Pour gagner du temps aussi, comme ça on dessine pas quatre barres, on pose un seul objet et c'est lui qui s'occupe après de faire le dessin intégralement, avec les U ou pas, etc., etc. Donc, armature. Là, je vais aller choisir, par exemple, une barre crossée à 135 des deux côtés. Je vais prendre, par exemple, du 10 et je fais OK. Donc là, Réogène, il me dit sélectionner le coffrage. Donc, je sélectionne mon coffrage ici, point de départ, point d'arrivée, et voilà, ma barre est dessinée. Graphiquement, comme on l'a vu dans les préférences, vous voyez, elle est représentée qu'avec son diamètre nominal, parce que c'est comme ça que moi j'ai réglé mon truc. Je peux, si je le souhaite, hein, afficher l'encombrement. Voilà. Et auquel cas, bah, j'aurai bien effectivement en termes de visibilité l'encombrement de ma barre. Ensuite, qu'est-ce qui va être intéressant également? C'est que dans toutes les familles, vous voyez, vous avez ici la notion d'enrobage. Enrobage 1, 2, 3. Si je fais afficher repérage, voilà, là je vais retrouver justement différentes informations. Donc, la branche A, qui est ce segment-là, on va dire, la branche B, qui est ce segment-là, et vous avez des flèches avec des tirets. Un tiret, c'est enrobage 1, deux tirets, enrobage 2 et 3 tirets, enrobage 3. Alors, pourquoi? Parce qu'au départ, quand j'avais créé les familles, j'avais appelé enrobage gauche, enrobage droit. Erreur, parce que quand on fait une symétrie, eh ben, on ne sait plus qui est qui. Donc c'est pour ça que j'ai revu ma copie. Et maintenant, en fait, ce bouton afficher repérage, vous l'avez dans plein d'objets. Par exemple, si je prends ici, bah là, je ne l'ai pas dans celui-là, donc ce n'est pas grave. Mais dans certains objets, en fait, ah ben si, il est là, pardon. C'est moi qui n'ai pas les yeux en face des trous. Voilà. Et comme ça, bah, vous avez effectivement les différentes informations sur les objets qui sont là juste pour aider, on va dire, à la compréhension. Donc notre fameuse barre, voilà, elle est là, on a nos enrobages, etc. Je vais redessiner vite fait la petite copine qui va sur l'autre vue ici. Donc vous voyez, c'est très autocadien dans l'approche. On clique le coffrage parce que nous, faut qu'on récupère des informations d'identification pour savoir à qui appartient la barre. Voilà, tout simplement. Et puis après, bah, point de départ, point d'arrivée, c'est vraiment ultra basique. Cette barre-là, bah, je vais lui augmenter son enrobage bas. Donc je vais dire par exemple, voilà, parce que j'aurai mes barres, celle-ci à répartir en dessous. Et puis après, bah, en termes de distribution, je vais faire répartition ici. Donc là, je souhaite sélectionner cette barre-là, parce que c'est elle que je vais répartir. Je veux la représenter sous forme linéaire, comme ceci. Donc, je souhaite voir la branche A, qui fait 114. Ensuite, par rapport à quel enrobage, donc si on regarde le dessin ici, je vais cliquer deux points. Ce sera l'enrobage qui est par rapport au clic que je vais faire sur ma vue de dessus. Et Revit dessine toujours dans le sens trigo. Ça, vous le savez, hein, quand on part de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, il n'a pas le même comportement. Donc là, bah, moi, je vais dire que ça va être, je vais cliquer ce point-là et ce point-là sur ma vue de dessus. Donc les points qui sont sur le flanc droit ici. Donc c'est mon enrobage 2. Donc je vais lui dire ici enrobage 2. Et je vais indiquer ma petite formule. Donc je vais lui dire, bah, je veux que ma première barre soit à 10. Je vais changer un petit peu. Je veux par exemple 10 barres. Bon, c'est peut-être beaucoup 10 barres. Allez, on va mettre 8 barres. Et ma dernière barre est à 10. Je clique mon petit crayon. Réogène me demande le coffrage, c'est lui. Point de départ, et là vous avez, vous voyez, une petite flèche qui permet bah, de visualiser bah, la portée finalement de notre distribution. Et surtout, vous avez perpendiculairement au milieu un trait. Ce trait vous indique de quel côté vont être dessinées les barres. C'est juste un aide-mémoire, quoi. Du coup, si je vois que je suis parti dans la mauvaise direction, bon, bah, je peux faire annuler et puis repartir et dessiner dans le bon sens, quoi, tout simplement. Donc là, point de départ, point d'arrivée. Et effectivement, là, si je regarde le nombre de barres, j'ai bien 8 barres telles que je l'ai demandé dans ma formule de distribution. Hop là, je rappelle ma petite fenêtre. Je vais en profiter comme elle est sélectionnée pour la dessiner également en section sur ma coupe.
Donc là, la position, je vais dessiner ici. Donc mes barres doivent être en dessous de cette barre-là. La formule, bah, c'est la même évidemment. Je ne vais pas avoir une barre que je vais dessiner d'une certaine façon d'un côté et pas de la même façon de l'autre côté. Ce serait un non-sens. Donc la formule est bien sûr sauvegardée. Et là, je vais pouvoir sélectionner mon coffrage. Je vais dire mon point de départ, c'est ici. Mon point d'arrivée, c'est là. Et là, il me demande la position justement de cette fameuse ligne de tangence. La ligne de tangence, ça doit être ma barre. Et là, comme ça, il me les dessine directement au bon endroit. Voilà. Bon, je vais pas refaire cette barre-là ici, mais vous avez compris le concept, hein. C'est plutôt simple, on va dire, en termes d'approche. Et bien entendu, hein, ici, une fois que j'ai fini de travailler, et puis même quand on commence à avoir l'habitude, on n'utilise plus la fichier repérage parce qu'on sait exactement qui est qui, on a l'habitude, etc. Voilà. Et donc là, bah, voilà, j'ai dessiné rapidement, on va dire, un élément. Alors, je pourrais avoir des poteaux. Par exemple, donc je pourrais avoir un poteau ici, voilà, et je pourrais souhaiter dessiner des attentes. Bah là, c'est pareil, il n'y a pas de problème, hein. Je vais dans armature, je vais chercher par exemple des attentes de sécurité en L, voilà, donc qui ont cette gueule-là. Là, elles sont pas chargées dans mon projet, donc je vais simplement cliquer ici pour lui dire recharger la famille, et je vais lui dire j'ai des barres en 12 ici, je fais OK, je clique là, point de départ, point d'arrivée. Voilà. Là, je vais régler si j'affiche repérage. Voilà, donc j'ai mon enrobage 1 ici, peut-être poser ça sur le dessus, et puis mon enrobage 2, je vais peut-être l'augmenter pour pouvoir glisser ma cage de poteau. Donc mon enrobage 1, je vais le passer peut-être à 0,06, et puis mon enrobage 2, je vais le mettre à 0,55. Voilà, voilà. Et puis une fois que j'ai fait ça, après, ben voilà, je peux effectivement enlever cette case-là. Et puis, ben voilà, je continue à faire mon plan, etc., etc. On est très autocadien dans l'approche, hein. Donc si là, je lui dis, j'en ai 4 barres. Si là, je lui demande de faire la nomenclature de la vue active, voilà, bah, vous avez vu ici, il y a 3 semelles S1, donc il m'a bien compté 3 fois 4, 12. Donc vous voyez, même, je dirais, si on n'a pas envie de tout dessiner dans le détail, mais de prendre des raccourcis et machin, on peut le faire. Voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que bah, selon les entreprises avec qui on travaille, parfois juste un petit tableau puis un croquis qui illustre le ferraillage suffit. Donc, c'est vraiment l'utilisateur qui va pouvoir personnaliser l'outil comme il veut. Et donc, si je reviens dans par élément avec détail, effectivement, par élément, j'ai bien 8 barres que j'ai réparties. L'autre barre crossée à 135, je ne l'ai pas répartie, donc elle est bien à 1. Et mes attentes, il m'en a bien compté 4. Et multiplié par le nombre d'éléments qui est égal à 3, on retombe bien sur nos pattes. Voilà. Donc voilà pour la partie dessin, ferraillage, etc., etc. Donc après, bon, on a aussi la possibilité, parce que ce graphisme-là ne plaît pas forcément à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent cette représentation-là. Donc là, j'utilise l'option permutation qui me permet de passer d'une représentation détaillée à une représentation simplifiée, qui est celle-ci. Donc, qui permet comme ça, effectivement, de dessiner juste une barre et puis de dire elle va de là à là. Et puis, voilà. Donc là, ça va dépendre, hein, des goûts et des couleurs, bien entendu, hein, de chacun. Alors, à noter que dans... pardon, c'est pas là, c'était dans répartition. Voilà, on peut activer ça directement. On n'est pas obligé de dessiner détaillé et ensuite de switcher. On peut directement dessiner détaillé si c'est notre habitude de travail, hein, en cliquant cette case ici. Donc sur la partie barre, bon, suppression, bah voilà, vous devinez bien ce que ça veut dire, hein. C'est je viens dégager simplement ma distribution. Voilà, j'enlève que celle-ci. Si je veux enlever celle-ci, je clique sur celle-ci. Mais je peux également supprimer toutes les distributions d'une barre en cliquant la barre mettre, et là il va tout nettoyer directement mon plan. Enfin bon, tout ça c'est expliqué dans l'aide, hein, bien entendu. C'est des petites fonctions. En démo, on peut pas se permettre de passer trop de temps. Pinceau, c'est pareil, pour l'illustrer, en fait, vous voyez, vous imaginez une bande noyée, donc elle a son cadre, et puis il y a 8 épingles. Bah, on va pas dessiner 9 fois la répartition de ces aciers-là. Donc on va dessiner la répartition du cadre, et ensuite on va dire que les épingles héritent de la répartition du cadre. Et comme ça, on fait une seule répartition, mais il sait que les épingles sont réparties au même titre que le cadre, et donc il calcule les quantités, et donc on gagne du temps. Donc ça, c'est cette partie-là. La fonction copier, ben, on l'a vu tout à l'heure, donc je vous ai montré la copie multiple. On peut également faire une copie à l'intérieur d'une vue, copier seulement certains éléments.
On peut également faire une copie unique d'une vue de dessin, parce qu'on n'a pas 10 000 trucs à faire, donc on fait une copie S1 vers S2, et tout simplement. Voilà, donc tout ça c'est pareil, c'est expliqué. Ce que je vais plutôt vous montrer maintenant, c'est la partie treillis soudée, donc qui a été améliorée dans la version 4.2, qui est sortie le 30 avril. Donc vous voyez, c'est tout frais. Donc là, on commence à avoir les premiers retours utilisateurs. Pour l'instant, c'est gros smiley, donc ça fait plaisir. Ça, c'est super sympa. Donc là, je suis sur les treillis soudés, sur mon plancher haut donc du R+3, et je vais pouvoir en fait ferrailler ces éléments-là. Alors il y a plusieurs options. On va utiliser cette fonction répartition TS ici. Donc vous avez une boîte de dialogue qui apparaît, qu'on peut ancrer hein, dans l'interface de Revit. Et là, vous le voyez certainement, vous voyez ici, là j'ai des zones de pochage. Donc ce sont des zones remplies que j'ai dessinées au préalable. Alors, Réogène permet de dessiner un contour. Vous voyez, si je clique ici, je vais cliquer un point, deux points, trois points, quatre points, et je vais fermer. Voilà, il m'a fait mon contour. Mais c'est long, parce qu'il y a plein de clics, c'est saoulant. Et en plus, bah, on ne peut faire que des formes, je dirais, sans arc, sans... Voilà, des formes simples, on va dire, entre guillemets. Donc, ce que moi je recommande, c'est plutôt d'utiliser, en fait, que l'utilisateur dessine lui-même, je dirais, la zone qu'il veut remplir en treillis soudé. Comme ça, bah, il a les fonctions de Revit, mais il peut faire des formes plus tordues. Et puis, bah, il peut aussi piloter, bien entendu, tout ce qui est une notion d'ancrage sur chacun des traits. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant de pouvoir, si on a des suspentes, tout ce genre de choses, des rupteurs, des suspentes, enfin que sais-je, bah, au moins, voilà, l'utilisateur, il a la main là-dessus. En termes de dessin pur, donc là, je vais vous montrer les deux représentations des TS que nous allons avoir. Donc, on peut faire du ferraillage de TS en travée, sur appui intermédiaire, sur appui de rive. Donc là, on est en travée. Je choisis donc ma zone, je viens ici, je clique ma zone, voilà, il a détecté l'aire des deux, elle fait à peu près 53 mètres carrés. Là, je vais choisir mon treillis soudé, donc on retrouve la gamme ADETS, mais vous pouvez également créer vos propres treillis soudés. Donc, vous voyez, là, j'ai créé un fichier qui s'appelle Bob, hein. Là, j'ai créé un fichier Z1015 qui fait 6,30 m par 2,40 avec des barres de 10, avec un espacement imposé, etc., etc. Donc, on peut vraiment aller assez loin, en fait, dans cette approche-là. Donc là, moi, je vais partir sur du ST, allez, du ST 35, on va dire. Recouvrement. Vous retrouvez ici les recouvrements par défaut, R majuscule dans le sens porteur, R minuscule dans le sens répartition. La disposition de votre treillis, alors c'est de la 2D, hein, donc c'est sémantique, mais dans la nomenclature, vous pouvez filtrer du coup, j'ai combien en inf, j'ai combien en sup. Voilà, c'est ça aussi qui peut être intéressant en termes de quantité. Donc là, je suis en inf. Le nombre de lits ici. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est la disposition, finalement, le scénario de pose des treillis. Donc, réutilisation de la chute du même côté, ça veut dire quoi? Ici, j'ai mon repère de pose. Donc, quand on parle de côté, c'est par rapport à ce repère de pose. Donc, la chute de ce panneau-là, qui est ici, je la prends, je repars du côté de ma pose et je la mets. Voilà, classique. Là, la chute que j'ai, donc c'est du côté opposé, elle me sert à repartir à reculons. À repartir à reculons, à chaque fois en fait. Un serpent en fait, un petit peu, quoi, en termes de pose. On a la pose transverso-alignée, la plus classique du monde, hein. Travers inférieur à 6 mètres, vraiment standard de chez standard. On impose de partir systématiquement avec un panneau plein et avec un panneau plein dans l'autre sens. Comme ça, on pilote les zones de recouvrement pour éviter d'avoir trop de monde au même endroit. On a également, pareil, dans le même état d'esprit, hein, j'impose de partir avec un panneau plein, un demi-panneau, un panneau plein, un demi-panneau. Donc souvent, les dalagistes, ils aiment bien faire ça, parce qu'ils préparent à l'atelier un certain nombre de panneaux coupés en deux, et puis ils vont assez vite en termes de disposition. On a les fameuses poses en tiroir, hein, soit avec, donc on indique ici la longueur du panneau de chaque panneau, et ensuite, soit on met tous les panneaux 1 et les panneaux 2, ou soit alors on va pouvoir mettre en quinconce panneau 1, panneau 2, pour faire la disposition du treillis soudé, quoi. Donc là, on va partir par exemple par une pose, on va imposer un panneau côté opposé. Je peux indiquer en fait à partir de quelle distance, enfin de quelle dimension j'ignore les chutes, parce que bon, un petit bout de 40 cm, on va pas le réutiliser, hein. Donc voilà, on peut aussi piloter ça. Et après, vous allez voir, la pose va se faire en deux temps. Donc je vais d'abord indiquer l'origine de mon fameux repère de pose. Donc je vais dire que je commence de ce point-là. Et ensuite, le deuxième point, c'est tout simplement un clic qui va indiquer le vecteur de mes fils porteurs.
Donc moi, mes fils porteurs, ils vont être dans ce sens-là. Je clique ici, et là, vous voyez, automatiquement, il m'a dessiné en fait mes panneaux avec, comme je lui ai demandé, un panneau plein ici, et ici, un panneau plein à repartir dans l'autre sens, etc., etc. En termes d'étiquette, là j'ai juste mis une étiquette de repérage, mais je peux tout à fait aller dans mes préférences, aller dans mes annotations, et donc pour tout ce qui va être tag TS Auto ici, je ne vais pas lui dire, je veux pas le repère seul, moi je veux par exemple uniquement la description du treillis, ses dimensions et la valeur de recouvrement, par exemple. Donc là je vais valider. Et si je veux mettre à jour, je ne vais pas tout défaire, hein. Je reprends ma zone, je fais OK, et automatiquement, il va mettre à jour par rapport à mes réglages. Et effectivement, là, je retrouve bien ici. Bon, ST35, là, je suis un peu light, vu la portée du truc, hein. Je serais plus sur un treillis un peu plus costaud. Mais bon, en tout cas, voilà l'idée. Donc ça, c'est la première représentation. Donc ça va très très vite, hein, parce qu'après, je reprends ma zone ici. Il va garder en mémoire les réglages. Donc je peux aller là, je vais dire, bah, cette fois, je vais porter dans ce sens-là, hop, etc. Et vous voyez, il découpe les treillis par rapport à la forme. Donc ça, c'est plutôt intéressant en termes de gain de temps. On a aussi prévu une autre représentation des treillis soudés qu'on voit ici, là, sous forme d'une case à cocher, qui est la représentation simplifiée. Donc là, je vais revenir ici, je vais sélectionner cette zone, je vais activer la représentation simplifiée, et puis, bah, tiens, on va même changer carrément. Voilà, je suis violent avec Réogène. On va passer en pose en tiroir. Et je vais aller dans les options ici pour régler ma représentation simplifiée. Donc, les codes de largeur du TS, je veux uniquement la mettre si c'est pas de 40. Voilà, si c'est pas une dimension standard, on va dire, entre guillemets. Les codes de recouvrement dans le sens répartition, je les veux toutes. Et puis, dans le sens porteur, j'en veux aucune. Voilà. Voilà, donc je peux enregistrer, etc. Et je vais mettre mes informations sur la ligne numéro 2. Alors, je vais illustrer, hein, parce que là, ça paraît abstrait. Voilà, je retourne dans mon calpinage, je lui dis OK, OK. Voilà. Et donc voilà, vous voyez, la ligne qui a les informations, c'est la numéro 2, effectivement. Alors, je vais mettre un peu de relief quand même sur mon plan. Voilà. Voilà. Donc, la ligne qui a les informations, c'est bien la numéro 2. Je retrouve bien ici mes différents codes de recouvrement. Il y a seulement celui qui est inférieur à 2,40 qui a la valeur, etc., etc. Bon, tout ça, après, vous avez toujours la main, bien évidemment, hein, si par exemple, je prends ce panneau-là, ici, vous avez le décalage, on va dire, du porteur ou de la répartition. Donc, on va pouvoir ici modifier le décalage du porteur. Je vais le modifier et je vais lui dire qu'il doit être à, je sais pas, moi, je vais dire une connerie, 0,50, admettons. Voilà. Alors, j'ai peut-être été un peu fort, donc on va mettre plutôt 0,75. Voilà, et voilà. Comme ça, au moins, graphiquement, j'ai une représentation sympa qui permet vraiment à l'entreprise de pouvoir gérer son truc. Enfin, il y a plein d'options. Je ne vais pas tout détailler ici, mais juste pour montrer, vous avez la possibilité d'un nota, vous pouvez afficher le nota, vous pouvez activer, désactiver ce que vous voulez, vous pouvez modifier le rayon du cercle pour que ça corresponde à ce que vous avez envie graphiquement. Les familles sont modifiables par l'utilisateur. Enfin, voilà. Donc, c'est assez souple. Donc, voilà, deux représentations qui réagissent bien entendu au quart de tour par rapport à cette fameuse fenêtre-là de disposition des treillis soudés. Donc en termes de nomenclature sur les treillis soudés, on a ici la possibilité de pouvoir afficher la nomenclature. Donc là, j'ai ferraillé aussi un voile en coupe type. Donc c'est pour ça que vous avez ici le voile VE avec du ST15C ici qui apparaît là. Et si on regarde en fait ici par R, voilà, donc j'ai mon voile, il faut 38 morceaux de treillis pour mon voile. Et pour ma dalle D2, il faut 8 panneaux. Pour la dalle D5, il m'en faut 6, etc., etc. Après, bien entendu, ces différents scénarios, on va dire, de calcul, on peut regrouper des panneaux entre eux de façon à optimiser, dire par exemple que dans cette zone-là, j'ai des chutes, je souhaite pouvoir les réutiliser dans une autre zone, on peut le faire en le déclarant. Voilà. Et là, ce que je vais faire pour vous montrer la dernière chose que nous avons créée, je vais me remodifier celui-ci. Je vais aller ici, mince, je vais aller ici, je vais repasser en méthode de pause réutilisation de la chute et je vais ici, ouais là je suis en ST35, ouais, je vais laisser ça histoire qu'on ait un petit peu de monde quand même. Voilà, voilà, comme ça là on voit, voilà, j'ai des morceaux, des découpes, hop, un peu partout, etc., etc. Et donc,
on a rajouté la possibilité justement de regrouper les treillis entre eux. Donc là, j'ai deux aires remplies avec des panneaux. Ce que je vais faire, je vais créer un groupe. Donc je vais sélectionner ces éléments-là. Et je vais dire que finalement, tous les treillis qui sont à l'intérieur de cet ensemble, donc de toutes ces zones-là, eh ben, peuvent être réutilisés en tant que chute. Donc je peux créer autant de groupes que j'ai besoin sur un projet. Et donc maintenant, quand je vais aller dans Treillis, ici, je vais pouvoir utiliser le scénario qui s'appelle imbrication détaillée. Hop, donc là, il va me dire lancer le calcul d'imbrication DTS et afficher le résultat. Si je n'ai pas créé de groupe et que je souhaite le faire sur tous mes treillis, je peux cocher cette case. Bon là, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de le faire que sur les deux zones que j'ai remplies. Je vais lui dire OK. J'ai lancé le calcul et effectivement, on retrouve bien l'imbrication telle que prévue. Aujourd'hui, ça fait partie des fonctions qui sont très appréciées par les utilisateurs parce que justement, bah, on arme très très rapidement des zones comme ceci. Et puis, un autre truc aussi qui est plutôt cool, si je retourne dans mon arborescence, quand vous avez un projet assez répétitif du type logement ou ce genre de choses, là, je suis sur les treillis de ma vue active, donc je vais fermer ça, je vais rouvrir par exemple la R+1, annuler la R+2, voilà, par exemple. Je me mets ici, je vais faire WT, voilà, on va faire ZA, voilà. Donc là, ma vue active, c'est celle-ci, la R+3 inf, là. Si je sélectionne ces deux-là et que je lui dis copy TS, donc c'est vraiment adapté sur les projets répétitifs, hein, hop, automatiquement, vous voyez, il va recopier le ferraillage qu'on a fait à un niveau sur les autres niveaux et potentiellement, bah, j'ai juste à modifier légèrement le treillis, légèrement une zone si besoin, etc., etc. Et comme ça, je gagne du temps également en termes de ferraillage, quoi. Du coup, je reviens ici, hop, sur ma vue. Une autre notion qui est intéressante, c'est la notion d'article, ce que j'ai évoqué lors de l'introduction. Donc là, vous avez ici la maquette béton en transparence et vous avez, vous voyez, des petits traits, des traits de couleur là que j'ai mis un petit filtre pour dessiner, etc., etc. Ça, ce sont des articles. Donc là, j'ai filtré la vue. Voilà, vous voyez, article linéaire, chaînage, par exemple. Il s'appelle CH, il est dans la zone PH R+2, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec Réogène, moi, quand j'étais projeteur, on imprimait en fait les plans papier, on prenait notre fluo, là j'ai des rupteurs, là j'ai un JD, j'ai des goujons, là j'ai un Stabox, là j'ai ceci, et après on prenait le Qutch, et puis plus, et il faut commander ça. Voilà. Grand classique qui se voit aujourd'hui énormément. Alors je dis pas que c'est pas bien, hein, mais il y a toujours le risque de mal Qutcher, le risque de faire une erreur de calcul, etc., etc. Donc là, bah, l'idée c'est quoi? C'est que vous avez un catalogue d'articles. Donc, avec vos articles à vous, utilisateurs, que vous pouvez créer, personnaliser, etc., etc. Mais vous avez également, parce qu'avec la version 4.2 également, on a signé un partenariat avec Fimurex. Donc là, faut accepter, en fait, vous voyez, ici, les conditions d'utilisation de Fimurex, hein, normal, OK. Et du coup, là, vous allez avoir pas loin de 343 articles standards officiels de chez Fimurex qui est le leader en termes de fourniture de beaucoup d'aciers standards en France, quoi. Et donc là, si je fais une simple recherche, que je lui dis par exemple CH, voilà, là je vais retrouver en fait toute une CH4, 8, voilà, CH48 1515, grand classique parmi les classiques. Bon, ben voilà, on peut l'utiliser effectivement pour calculer des quantités, etc., etc. Si on n'utilise pas Fimurex, ben on peut tout simplement revenir sur son catalogue par défaut et utiliser par exemple son article à soi qui s'appelle CH1010, pourquoi pas, quoi. Voilà. Donc on a ici donc notre fameux catalogue et je vais simplement utiliser le bouton assignation. Je vais sélectionner un de mes éléments, un de mes traits de chaînage, on va dire mon coup de stabilo, voilà, que j'ai fait sur ma 3D. Je fais terminer. Là, je vais lui demander, alors j'ai fait exprès d'en sélectionner qu'un, parce que si je le fais à la main, je vais en oublier un, c'est sûr. Donc, dans Réogène, nous, on a développé une fonction qui permet d'ajouter les objets équivalents. Et là, du coup, c'est pas moi qui vais oublier quelque chose. Réogène, lui, il va tout scanner et il va remonter tous les objets de même type et de même code article. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas d'oubli. Et là, je vais pouvoir choisir en fait effectivement mon fournisseur, donc Fimurex, Réogène, peu importe, hein. Je vais choisir mon article, là je vais prendre du CH1010, et je vais pouvoir également choisir une méthode d'optimisation.
La méthode d'optimisation, on en a développé deux. Donc aucune, ça veut dire on veut aucun calcul, hein, tout simplement. Réutilisation de la chute, ça veut dire que là, je vais mettre des éléments de 6 mètres en fonction de mon fournisseur. Hein. Et puis le morceau qui me reste en bout, là, bah, il me sert à repartir ici. Voilà, c'est hyper classique, c'est la pose qu'on voit sur les chantiers. On a aussi un autre type de pose qui est départ entier. Le départ entier, là, il y a deux optimisations consécutives. C'est-à-dire que je vais mettre que des éléments entiers, là, que des éléments de 6 mètres, tac, 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 tac. Et là, pour faire le dernier trou, là, le petit trou qui me manque, je vais attendre. L'autre grande branche, je vais mettre que des éléments de 6 mètres. Et pareil, le petit trou qui me reste, je vais attendre. Et une fois que j'ai placé que des éléments entiers partout, eh ben, je vais rebalayer chaque petit trou et je vais regarder quel est le minimum de barres de 6 mètres qu'il faut commander pour boucher les trous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça va dépendre, des habitudes des entreprises. Aujourd'hui, très clairement, c'est ça qui est utilisé, c'est l'utilisation de la chute. Hein. Ils font à l'avancement. Donc là, je indique ici la longueur mini en dessous de laquelle on considère que la chute n'est pas exploitable. Je mets en place un recouvrement, mais je pourrais mettre en place des éclisses. Je valide. Et donc si je vais dans ma nomenclature d'article, donc pour ce niveau-là, PHR plus 2, en termes de CH, il faut que je commande 26 éléments de 6 mètres pour pouvoir faire mon calpinage de plancher haut. Vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole. Donc, on a un scénario, situation de pause ici, où là, vous retrouvez en fait le détail de chacun des traits, mes fameux coups de stabilo que j'ai évoqués. Et là, vous avez le détail du calcul. Donc, pour faire mes 21 mètres 13, il me faut 3 éléments de 6 mètres plus un élément de 4 mètres 63 parce que j'ai un recouvrement de 50. Donc, il faut bien le prendre en compte, effectivement. Ce qui m'amène une chute de 137. Ah bah tiens, elle est bien sur le segment suivant. Plus nananana, 194, donc une chute de 406, qui est bien sur le segment suivant, etc., etc. Voilà, donc ce qui permet de rassurer, d'avoir confiance également, bien sûr, dans l'outil. Hein. Et comme ça vous permet de gagner du temps. Donc là, on peut faire pour les raidisseurs, on peut faire des petits détails types aussi pour faire des relevés, etc., etc. Donc voilà. Donc sur cette partie-là, je pense que vous avez compris le principe. Ça peut être très très intéressant parce que vous pouvez lier ce détail à un objet catalogue, mais vous pouvez aussi créer un détail type à vous et le lier à ce fameux trait, ce fameux coup de stabilo. Donc il y a plusieurs usages potentiels. Donc ça, c'est OK. Dernière chose qu'il faut que je vous montre, et puis après, je pense qu'on aura fait un petit tour. Hein, il y a plein d'autres choses, mais en étant raisonnable, on va dire, en termes de temps, c'est la partie justement création des feuilles, création des carnets. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai ferraillé du M1, du M2, du M3, du M4, hein, etc. Donc là, bah, ce que je vais faire, j'ai envie de créer les feuilles. Donc, je vais venir sélectionner M1, M2, M3, M4. Je vais choisir ici une feuille modèle, donc à 3 paysages, par exemple. Voilà. Modèle de nomenclature numéro 1, je vais choisir Réogène par élément. Donc, c'est une nomenclature par défaut. Aucun réglage, elle est branchée directement. Nomenclature numéro 2, bah, je vais prendre les totaux. Vous pouvez bien sûr utiliser des nomenclatures personnalisées et même des nomenclatures Revit si vous avez envie. Donc tout ça, c'est expliqué bien entendu hein, dans l'aide et quand on fait la formation. Titre de vue, j'en veux pas, je fais OK et là, c'est parti. Donc là, il va me automatiser en fait duplication des feuilles, nommage des feuilles, euh, pose des différentes vues, création des nomenclatures, pose des nomenclatures. Donc tout ça, c'est fait, voilà, c'est terminé. Et vous allez voir en fait à quoi ça ressemble en termes de livrable. Donc, il m'a pris ma feuille, il a marqué ici le nom d'élément, la quantité d'éléments. Il a posé, bien entendu, la vue de dessin concernée. Et ici, il nous a mis la nomenclature unitaire pour un élément, avec des petites informations complémentaires, le volume, ratio, le diamètre moyen, etc., etc. Et ici, vous avez la nomenclature récapitulative pour l'ensemble des éléments M1. Et donc, pas de surprise, hein, le M2, le M3, le M4. Voilà, donc tout ça, ça a été fait automatiquement, gain de temps, c'est efficace. Et puis bah, derrière, ça vous permet effectivement d'avoir aussi une uniformité dans la représentation des livrables aussi. Alors comment ça marche? J'ai utilisé ce modèle-là. Donc ce modèle-là, en fait, dessin à 3 paysages, là, c'est vous qui allez le créer en tant qu'utilisateur, parce que c'est vous qui allez dire à Réogène ce que vous souhaitez mettre en place et comment vous souhaitez le mettre en place. Donc si par exemple, je fais une copie de ces éléments-là, CTRL-C. Je retourne ici sur mon M1
et je vais lui dire ici coller, aligner sur la vue actuelle. Voilà, là on comprend exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire que cette vue-là, je l'ai demandé à Réogène dans cet objet-là de la centrer sur cet objet-là. Donc, effectivement, on le voit bien, c'est centré. Ma nomenclature 1 ici, vous voyez, on voit les petits triangles sur l'objet. Je lui ai demandé qu'elle soit ancrée dans l'angle supérieur de cet objet-là. Donc, il me l'a ancré dans l'angle supérieur. Et puis, bah, sans surprise, hein, cette nomenclature-là a été ancrée dans l'angle inférieur, tout simplement. Voilà. Donc, vous pouvez ancrer autant que vous voulez. Et après, il suffit de les appeler quand vous avez besoin, en A4, en portrait, en paysage, etc., etc. Et tout ça peut faire partie d'un gabarit, hein, un fameux fichier bibliothèque dans lequel vous aurez paramétré euh, vos feuilles modèles, vos détails types, etc., de façon à ce que vous puissiez rappeler ces détails-là et les réexploiter rapidement et efficacement dans votre projet.